la nature des sujets que la peinture et les poètes traitent, qu'ils ne sauraient les choisir trop intéressants par eux-mêmes. Dès que l'aspect principal de la poésie et de la peinture, dès que le pouvoir qu'elles ont pour nous émouvoir et pour nous plaire viennent des imitations, qu'elles savent faire des objets capables de nous intéresser, la plus grande imprudence que le peintre ou le poète puisse faire, c'est de prendre pour l'objet principal de leur imitation des choses que nous regardions avec indifférence dans la nature. C'est d'employer leur art à nous représenter des actions qui ne s'attireraient qu'une attention médiocre si nous les voyions véritablement. Comment serons-nous touchés par la copie d'un original incapable de nous affecter? Comment serons-nous attachés par un tableau qui représente un villageois passant son chemin en conduisant deux bêtes de somme si l'action que ce tableau imite ne peut pas nous attacher? Un conte en vers qui décrit une aventure que nous aurions vue sans y prendre beaucoup d'intérêt nous intéressera encore moins. L'imitation agit toujours plus faiblement que l'objet imité. Toute chose semblable à une autre est forcément inférieure au modèle. L'imitation ne saurait donc nous émouvoir quand la chose imitée n'est point capable de le faire. Les sujets que Ténier, Wouvermans et les autres peintres de ce genre ont représentés n'auraient obtenu de nous qu'une attention très légère. Il n'est rien dans l'action d'une fête de village ou dans les divertissements ordinaires d'un corps de garde qui puisse nous émouvoir. Il s'ensuit donc que l'imitation de ces objets peut bien nous amuser durant quelques moments, qu'elle peut bien nous faire applaudir au talent que l'ouvrier avait pour l'imitation, mais elle ne saurait nous toucher. Nous louons l'art du peintre à bien imiter, mais nous le blâmons d'avoir choisi pour l'objet de son travail des sujets qui nous intéressent si peu. Le plus beau paysage, fût-il de Titien ou du Carache, ne nous intéresse pas plus que le ferait la vue d'un canton de pays affreux ou riant. Il n'est rien dans un pareil tableau qui nous entretienne pour ainsi dire, et comme il ne touche guère, il ne nous attache pas beaucoup. Les peintres intelligents ont si bien senti cette vérité que rarement ils ont fait des paysages déserts et sans figure. Ils les ont peuplés, ils ont introduit dans ces tableaux un sujet composé de plusieurs personnages, dont l'action fut capable de nous émouvoir et par conséquent de nous attacher. C'est ainsi qu'en ont usé Le Poussin, Rubens et d'autres grands maîtres qui ne se sont pas contentés de mettre dans leur paysage un homme qui passe son chemin ou bien une femme qui porte des fruits au marché. Ils y placent ordinairement des figures qui pensent afin de nous donner lieu de penser. Ils y mettent des hommes agités de passion afin de réveiller les nôtres et de nous attacher par cette agitation. En effet, on parle plus souvent des figures de ces tableaux que de leurs terrasses et de leurs arbres. Le paysage que Le Poussin a peint plusieurs fois et qui s'appelle communément l'Arcadie ne serait pas si vanté s'il était sans figure. Qui n'a point entendu parler de cette fameuse contrée qu'on imagine avoir été durant un temps le séjour des habitants les plus heureux qu'aucune terre ait jamais porté, hommes toujours occupés de leurs plaisirs et qui ne connaissaient d'autres inquiétudes ni d'autres malheurs que ceux qui s'essuient dans les romans, ces bergers chimériques dont on veut nous faire envier la condition. Le tableau dont je parle représente le paysage d'une contrée riante. Au milieu, l'on voit le monument d'une jeune fille morte à la fleur de son âge. C'est ce que l'on connaît par la statue de cette fille couchée sur le tombeau, à la manière des anciens. L'inscription sépulcrale n'est que de 4 mots latins. Je vivais cependant en Arcadie. Mais cette inscription si courte fait faire les plus sérieuses réflexions à 2 jeunes garçons et à 2 jeunes filles parées de guirlandes de fleurs et qui paraissent avoir rencontré ce monument si triste en des lieux où l'on devine bien qu'ils ne cherchaient pas un objet affligeant. Un d'entre eux fait remarquer aux autres cette inscription en la montrant du doigt, et l'on ne voit plus sur leur visage à travers l'affliction qui s'en empare que les restes d'une joie expirante. On s'imagine entendre les réflexions de ces jeunes personnes sur la mort qui n'épargne ni l'âge ni la beauté et contre laquelle les plus heureux climats n'ont point d'asile. On se figure sur ce qu'elles vont se dire de touchant lorsqu'elles seront revenues de la première surprise, et l'on l'applique à soi-même et à ceux qui s'intéressent, à qui l'on s'intéresse. Il en est de la poésie comme de la peinture, et les imitations que la poésie fait de la nature nous touchent seulement en proportion de l'impression que la chose imitée ferait sur nous, si nous la voyons véritablement. Un conte en vers dont le sujet ne serait point plaisant par lui-même ne ferait rire personne,
quelque bien versifié qu'il pût être. Quand une satire ne met pas dans un beau jour quelque vérité dont j'avais déjà un sentiment confus, quand elle ne contient pas de ces maximes dignes de passer incessamment en proverbe, à cause du grand sens qu'elle renferme en abrégé, je puis tout au plus la louer d'être bien écrite, mais je n'en retiens rien et j'ai aussi peu d'envie de la vanter que de la relire. Si le trait de l'épigramme n'est pas vif, si le sujet n'en est pas tel qu'on l'écouta avec plaisir, quand même il serait raconté en prose. L'épigramme, quoique bien versifié et rimé richement, ne sera retenu de personne. Un poète dramatique qui met ses personnages en des situations qui sont si peu intéressantes que j'y verrai réellement des personnes de ma connaissance sans être bien ému, ne m'aime guère en faveur de ces personnages. Comment la copie me toucherait-elle si l'original n'est pas capable de me toucher? Que la tragédie nous affecte plus que la comédie à cause de la nature des sujets que la tragédie traite. Quand on fait réflexion que la tragédie affecte et qu'elle occupe plus une grande partie des hommes que la comédie, il n'est plus permis de douter que les imitations ne nous intéressent qu'en proportion de l'impression plus ou moins grande que l'objet imité aurait fait sur nous. Or, il est certain que les hommes en général ne sont pas autant émus par l'action théâtrale qu'ils ne sont pas aussi livrés au spectacle durant les représentations des comédies que durant celles des tragédies. Ceux qui font leur amusement de la poésie dramatique parlent plus souvent et avec plus d'affection des tragédies que des comédies qu'ils ont vécues. Ils savent un plus grand nombre de vers des pièces de Corneille et de Racine que celles de Molière. Enfin, nous souffrons plus volontiers le médiocre dans le genre tragique que dans le genre comique, qui semble n'avoir pas le même droit sur notre attention que le premier. La comédie a une responsabilité d'autant plus grande qu'elle a moins droit à l'indulgence, disait Horace. Tous ceux qui travaillent pour notre théâtre parlent d'eux-mêmes et ils assurent qu'il est moins dangereux de donner un rendez-vous au public pour le divertir en le faisant pleurer que pour le divertir en le faisant rire. Il semble cependant que la comédie doive attacher les hommes plus que la tragédie. Un poète comique ne dépeint pas au spectateur des héros ou des caractères qu'il n'est jamais connu que par les idées vagues que leur imagination peut en avoir formées sur le rapport des historiens. Il n'entretient pas le parterre de conjurations contre l'État, d'oracles, ni d'autres événements merveilleux, et tels que la plupart des spectateurs qui jamais n'ont eu part à des aventures semblables ne sauraient bien connaître si les circonstances et les suites de ces aventures sont exposées avec vraisemblance. Au contraire, le poète comique dépeint nos amis et les personnes avec qui nous vivons tous les jours. Le théâtre, suivant Platon, ne subsiste pour ainsi dire que des fautes où tombent les hommes parce qu'ils ne se connaissent pas bien eux-mêmes. Les uns s'imaginent être plus puissants qu'ils ne sont, d'autres plus éclairés et d'autres enfin plus aimables. Le poète tragique nous expose les inconvénients dont l'ignorance de soi-même est cause parmi les souverains et les autres personnes indépendantes qui peuvent se venger avec éclat, dont le ressentiment est naturellement violent et dont les passions propres à être traitées sur la scène peuvent donner lieu à de grands événements. Le poète comique nous expose quelles sont les suites de cette ignorance de soi-même parmi le commun des hommes, dont le ressentiment est asservi aux lois et dont les passions propres au théâtre ne sauraient produire que des brouilleries, en un mot, des projets et des événements ordinaires. Le poète comique nous entretient donc des aventures de nos égaux et il nous présente des portraits dont nous voyons tous les jours les originaux. Qu'on me pardonne l'expression, il fait monter le parterre, même sur la scène. Les hommes, toujours avides de démêler le ridicule d'autrui, naturellement désireux d'acquérir toutes les lumières qui peuvent les autoriser à moins estimer les autres, devraient donc trouver mieux leur compte avec Thalie qu'avec Melpomène. Thalie est encore plus fertile que Melpomène en leçon à notre usage. Si la comédie ne corrige pas tous les défauts qu'elle joue, elle enseigne du moins comment il faut vivre avec les hommes qui sont sujets à ces défauts et comment il faut s'y prendre pour éviter avec eux la dureté qui les irrite et la basse complaisance qui les flatte. Au contraire, la tragédie représente des héros à qui notre situation ne nous permet guère de vouloir ressembler. Et ses leçons et ses exemples roulent sur des événements si peu semblables à ceux qui nous peuvent arriver que les applications que nous en voudrions faire seraient toujours bien vagues et bien imparfaites. Mais la comédie, suivant la définition d'Aristote, est l'imitation du ridicule des hommes,
et la tragédie, suivant la signification qu'on donnait à ce mot, est l'imitation de la vie et du discours des héros ou des hommes sujets par leur élévation aux passions les plus violentes. Elle est l'imitation des crimes et des malheurs des grands hommes comme des vertus les plus sublimes dont ils soient capables. Le poète tragique nous fait voir les hommes en proie aux passions les plus emportées et dans les plus grandes agitations. Ce sont des dieux injustes mais tout-puissants qui demandent qu'on égorge au pied de leurs autels une jeune princesse innocente. C'est le grand Pompée, le vainqueur en tant que nation et la terreur des rois de l'Orient massacrés par de vils esclaves. Nous ne reconnaissons pas nos amis dans les personnages du poète tragique, mais leurs passions sont plus impétueuses. Et comme les lois ne sont pour ces passions qu'un frein très faible, elles ont bien d'autres suites que les passions des personnages du poète comique. Ainsi, la terreur et la pitié que la peinture des événements tragiques excite dans notre âme nous occupent plus que le lire et le mépris que les incidents des comédies excitent en nous. Des différents genres de la poésie et de leur caractère. Il en est de même de tous les genres de poésie, et chaque genre ne touche à proportion que l'objet lequel il est de son essence de peindre et d'imiter est capable de nous émouvoir. Voilà pourquoi le genre élégiaque et le genre bucolique ont plus d'attrait pour nous que le genre dogmatique. Ainsi les vers qui soupiraient Tibulle et que l'amour lui dictait, pour me servir de l'expression de l'auteur de l'art poétique, nous plaisent infiniment toutes les fois que nous les relisons. Ovide nous charme dans celle de ses élégies, où il n'a pas substitué son esprit au langage de la nature. Personne ne quitta jamais par ce dégoût qui vient de la satiété la lecture des églogues de Virgile. Elles font encore un plaisir sensible quand elles n'ont plus rien de nouveau pour nous, et quand la mémoire devance les yeux dans cette lecture. Ces deux genres de poésie nous font entendre des hommes touchés et qui nous rendraient très sensibles à leur peine comme à leur plaisir s'ils nous entretenaient eux-mêmes. Les épigrammes, dont le mérite consiste en jeu de mots ou dans une allusion ingénieuse, ne nous plaisent guère que lorsqu'elles sont nouvelles pour nous. C'est la première surprise qui nous frappe. Le trait est émoussé dès que nous en avons retenu le sens, mais les épigrammes qui peignent des objets capables de nous attendrir ou de s'attirer une grande attention à quelque manière que ce soit, font toujours impression sur nous. On les relit plusieurs fois, et bien des personnes les retiennent sans avoir jamais pensé à les apprendre. Pour ne point mettre en jeu les poètes modernes, les épigrammes de Martial, qu'on sait communément, ne sont point celles où il a joué sur le mot, mais bien les épigrammes où il a dépeint un objet capable de nous intéresser beaucoup. Tel est l'épigramme de Martial sur Aria, la femme de Pétus. Les auteurs sensés qui ont voulu composer des poèmes dogmatiques et faire servir les vers à nous donner des leçons se sont conduits suivant le principe que je viens d'exposer. Afin de soutenir l'attention du lecteur, ils ont semé leurs vers d'images qui peignent des objets touchants, car les objets, qui ne sont propres qu'à satisfaire notre curiosité, ne nous attachent pas autant que les objets qui sont capables de nous attendrir. S'il est permis de parler ainsi, l'esprit est d'un commerce plus difficile que le cœur. Comment on rend les sujets dogmatiques intéressants? Quand Virgile composa ses Géorgiques, qui sont un poème dogmatique dont le titre nous promet des instructions sur l'agriculture et sur les occupations de la vie champêtre, il eut attention à le remplir d'imitations faites d'après des objets qui nous auraient attachés dans la nature. Virgile ne s'est pas même contenté de ces images répandues avec un art infini dans tout l'ouvrage. Il place dans un de ses livres une dissertation faite à l'occasion des présages du soleil, et il y traite avec toute l'invention dont la poésie est capable le meurtre de Jules César et les commencements du règne d'Auguste. On ne pouvait pas entretenir les Romains d'un sujet qui les intéressa davantage. Virgile met dans un autre livre la fable miraculeuse d'Aristée et la peinture des effets de l'amour. Dans un autre, c'est un tableau de la vie champêtre qui forme un paysage riant et rempli des figures les plus aimables. Enfin, il insère dans cet ouvrage l'aventure tragique d'Orphée et d'Eurydice, capable de faire fondre en larmes ceux qui la verraient véritablement. Il est si vrai que ce sont ces images qui sont cause qu'on se plaît tant à lire les Géorgiques, que l'attention se relâche sur les vers qui donnent les préceptes que le titre a promis. Supposez même que l'objet qu'un poème dogmatique nous présente fût si curieux qu'on le lût une fois avec plaisir, on ne le relirait pas avec la même satisfaction qu'on relit une églogue.
L'esprit ne saurait jouir deux fois du plaisir d'apprendre la même chose, mais le cœur peut jouir deux fois du plaisir de sentir la même émotion. Le plaisir d'apprendre est consommé par le plaisir de savoir. Les poèmes dogmatiques que leurs auteurs ont dédaigné d'embellir par des tableaux pathétiques assez fréquents ne sont guère entre les mains du commun des hommes. Quel que soit le mérite de ces poèmes, on en regarde la lecture comme une occupation sérieuse et non pas comme un plaisir. On les aime moins et le public n'en retient guère que les vers qui contiennent des tableaux pareils à ceux dont on loue Virgile d'avoir enrichi ses géorgiques. Il n'est personne qui n'admire le génie et la verve de Lucrèce, l'énergie de ses expressions, la manière hardie dont il peint des objets pour lesquels le pinceau de la poésie ne paraissait point fait. Enfin, la dextérité pour mettre en vers des choses que Virgile lui-même aurait peut-être désespéré de pouvoir dire en langage des dieux, mais Lucrèce est bien plus admiré qu'il n'est lu. Il y a plus à profiter dans son poème de la nature, tout rempli qu'il est de mauvais raisonnements, que dans l'Énéide de Virgile. Cependant, tout le monde lit et relit Virgile, et peu de personnes font de Lucrèce leur livre favori. On ne lit son ouvrage que de propos délibérés. Il n'est point comme l'Énéide, un de ces livres sur lesquels un attrait insensible fait d'abord porter la main quand on veut lire une heure ou deux. On compare le nombre des traductions de Virgile dans toutes les langues polies, et l'on trouvera 4 traductions de l'Énéide de Virgile contre une traduction du poème de la nature. Les hommes aimeront toujours mieux les livres qui les toucheront que les livres qui les instruiront. Comme l'ennui leur est plus à charge que l'ignorance, ils préfèrent le plaisir d'être émus au plaisir d'être instruits.